Bonjour. J'avais précédemment expliqué la première partie de la vie politique de Joseph Fouché, son emploi en tant que ministre de la police, du directoire à Napoléon, et de sa disgrâce, causée par les libertés importunes qu'il prenait sous le régime de l'empereur. Je vais aujourd'hui décrire comment Fouché a pu rebondir face à cette déconvenue, et par quels moyens successifs il retourne au pouvoir au travers des divers événements ayant agité la France de 1810 à 1815. À la suite de sa révocation en tant que ministre de la police, Fouché reste sur ses gardes vis-à-vis de l'empereur. Il a pour rôle de former le nouveau ministre, Savary, rôle qu'il ne pousse naturellement pas jusqu'à révéler à celui-ci tous les ressorts de la police secrète. Peu après, Fouché s'enfuit très vite de Paris. En effet, il a en sa possession la correspondance secrète qu'il a eue avec l'empereur quand celui-ci était en conquête, révélant des directives d'actes graves et cruels. Fouché tient à garder cette correspondance comme sauf-conduit, pouvant ainsi se disculper si un jour ses actions lui sont reprochées. Cependant, Napoléon veut récupérer cette correspondance compromettante et ne croit pas Fouché quand celui-ci affirme les avoir brûlées. Il persécute ainsi l'ex-ministre, l'accusant de trahison à son égard. Un accord est finalement trouvé. Fouché accepte de remettre les lettres en échange d'un titre d'irresponsabilité pour toutes les mesures et tous les actes qu'il a pu faire exécuter par les ordres de Napoléon pendant la durée de ces deux ministères. Fouché reste ainsi quelque temps en Italie, puis en France. Pendant ce temps, la France annexe la Hollande, ce qui crée l'émergence de tensions avec la Russie. Les deux puissances ont désormais des frontières en contact direct. Le commerce est ainsi restreint entre ces deux nations. De plus, le peuple français souffre d'une disette des grains, une mauvaise récolte et un commerce de blé avantageux financièrement avec les Anglais vident les réserves. Ainsi, l'opinion publique se fait de plus en plus hostile envers l'empereur. Du côté des relations extérieures, Napoléon se sépare également de Talleyrand, ministre des Affaires étrangères, qui par sa finesse adoucissait la communication avec les autres gouvernements. Sans cette mesure, dans les relations, l'État français apparaît donc désormais aux autres pays comme étant de plus en plus violent et vindicatif. Ainsi, les tensions émergent partout en Europe. En 1810, des défaites importantes ont lieu en Espagne, où Napoléon a du mal à affirmer son emprise, et au Portugal, qu'il n'arrive notamment pas à conquérir. En 1811 se produit un conflit avec la Suède. Napoléon exige qu'elle ferme ses ports à l'Angleterre. Cependant, Napoléon, au lieu de consolider les acquis de son empire, préfère se tourner vers la conquête de la Russie, attiré par la gloire de nouvelles victoires. On peut alors se demander, devant un projet si audacieux, quelles étaient ses motivations. Son plan était d'anéantir l'empire russe, pousser l'empereur Alexandre à faire une paix humiliante, dont le prix serait le rétablissement de la Pologne et la dissolution de l'empire du Croissant. Napoléon aurait ainsi eu accès à toute l'Europe continentale, base d'une domination universelle pour l'empereur. Au milieu de ces événements, Fouché, lui, s'est rapproché de Paris, dans son domaine de Ferrières, se tenant très au fait des troubles agitant l'Europe. Il rédige ainsi un mémoire à l'attention de Napoléon, le mettant en garde contre l'inopportunité d'une campagne en Russie, alors que l'Espagne s'enflammait, que mener deux guerres sur deux fronts différents était très périlleux. Il traite également des difficultés que pourrait poser le pays lui-même, le caractère des habitants et de l'empereur russe, bien différent de ceux auxquels Napoléon est habitué. Qu'enfin, l'ambition de domination universelle était une chimère. Napoléon accepte de recevoir ce mémoire, mais reste sourd à tous les avertissements. Il s'engage ainsi dans la conquête de la Russie. L'empereur s'éloignant de Paris, bien des plans se mettent en place, prévoyant un potentiel gouvernement dans le cas où Napoléon échouerait en Russie. Fouché n'est pas étranger à ces intrigues, s'imaginant un rôle d'importance dans une révolution renversant la dictature militaire, certain de ses appuis parmi les sénateurs et envisageant une alliance possible avec M. de Talleyrand et Sémonville. Toutefois, ces projets n'aboutissent pas. L'armée de Napoléon est mise en déroute dans l'Est.
L'empereur, averti également de l'existence d'une conspiration à Paris, revient en urgence à la capitale, conscient désormais de la fragilité des fondements de son empire qui ne tiennent qu'à sa seule personne. La lourde défaite que Napoléon subit en Russie brise le charme de l'empereur invaincu. Une coalition européenne, constituée par les Anglais et les Russes, se forme et menace d'attirer à elle d'autres États. Fouché est rappelé auprès de Napoléon pour entamer des négociations avec l'Autriche, afin qu'elle reste attachée à l'Empire français. Pendant ce temps, Fouché rédige à l'insu de Napoléon un mémoire établissant une régence dans le cas où l'empereur ferait défaut à la France. Il imagine un gouvernement mélangeant une aristocratie raisonnable et une démocratie représentative, où il s'inclut naturellement, qui seul, selon lui, aurait pu concilier les intérêts et les opinions en France. Finalement, les négociations avec l'Autriche échouent, et celle-ci rejoint la coalition et déclare la guerre à Napoléon. Murat, roi d'Italie, fait également un pacte avec la coalition européenne. Il est intéressant de voir que Fouché fut envoyé en Italie pour négocier préalablement avec Murat. Là-bas, il conseilla le roi de se proclamer officiellement contre Napoléon pour rallier la population et ses troupes en Italie, qui contestaient quelque peu l'autorité de Murat. Fouché communique en parallèle, notamment à la duchesse de Toscane, qu'il doutait que Murat puisse garder la confiance des Italiens et qu'il s'était mis dans une situation épineuse. L'arme première de Fouché est bel et bien l'information. Fouché veut revenir sur Paris, où il pressent qu'une révolution politique s'opère. Mais, craintif des instructions secrètes qui peuvent être formulées contre lui et transmises aux préfets des différentes régions, il attend un prétexte valable pour revenir sur Paris, restant donc à Avignon. Fouché projette de redonner corps aux esprits révolutionnaires en cas de défaite de Napoléon. Mais quand vient enfin l'occasion de revenir sur Paris, il est trop tard. Un gouvernement provisoire s'est déjà constitué à la défaite de Napoléon du 30 mars 1814 à la bataille de Paris. La régence des Bourbons est déjà constituée sans que Fouché n'ait pu prendre part à toutes ces préparations. Il est ainsi rejeté en nullité politique. Fouché dans ses mémoires se dira frappé de remords, presque ému, en voyant arriver le roi Louis XVIII en France. De fait, Fouché écrit une lettre à Napoléon repliée sur l'île d'Elbe, en lui faisant savoir que sa position, si proche de la France et de l'Italie, faisait peser une menace sur l'Europe, craignant un retour de sa part, et qu'il ferait mieux, pour la sûreté de tous, de rejoindre les Amériques. Fouché fait en sorte qu'une réplique de cette lettre parvienne au roi, qui en déduit alors que Fouché n'est pas au rang des adhérents de Napoléon, souhaitant ardemment le retour de ce dernier. Fouché a des partisans parmi les royalistes et les hommes de la Révolution. Il se repentit officiellement de l'exécution de Louis XVI, mais n'obtient toutefois qu'une demi-confiance et n'a aucun chemin aux honneurs. Il se range donc du côté du parti voulant faire revenir Bonaparte au pouvoir. Il arrive que Fouché échappe de justesse à une tentative d'arrestation, qui, apprend-il plus tard, aurait été suivie d'une exécution, fomentée par le ministre de la Police, Savary, qui, à l'insu de la famille royale, voulait se débarrasser de Fouché, le considérant comme gênant. Fouché est averti à temps, il s'enfuit et se réfugie dans le groupe des listes bonapartistes, aux yeux de qui cette mésaventure dissipe les jugements sur Fouché, cru acquis aux Bourbons. Avec le soutien de l'armée lui étant resté fidèle, Napoléon remonte à la tête de la France, le roi Louis XVIII s'enfuit. Napoléon remet sur pied un gouvernement constitué de ses anciens ministres, incluant donc Fouché. Rallier celui-ci, toutefois, n'avait que pour but de bénéficier de l'opinion publique et de l'influence qu'il exerçait dans son parti politique. Mais une déclaration du Congrès de Vienne du 13 mars 1815 met Napoléon hors de la loi des nations, signifiant que la coalition européenne se dresserait de nouveau contre la France. Dès que Fouché a connaissance de cette déclaration, il demande immédiatement au roi Louis XVIII de consentir à ce qu'il se dévoisse à son service en temps voulu, sans autre condition que de pouvoir conserver sa tranquillité et sa fortune. On peut voir que Fouché
et toujours d'une réactivité extrême pour garantir ses arrières et prévenir les revers de fortune. Cette proposition est acceptée en vertu de la reconnaissance du général Wellington envers Fouché pour avoir fait cesser la captivité d'un membre de sa famille lors du second ministère de Fouché sous Napoléon. Napoléon suspecte le ministre de la police d'être en relation avec l'ennemi, ayant intercepté un agent de Fouché communiquant avec les Autrichiens. Il l'accuse de traîtrise, mais n'a aucune preuve tangible pour appuyer ses dénonciations et gagner l'approbation publique. Napoléon enfin retourne sur le champ de bataille, en Belgique. Fouché est dans une situation délicate, où il ne veut plus de Napoléon, mais devrait composer avec son joug si celui-ci ressortait victorieux. D'un autre côté, il a des engagements avec Louis XVIII, et bien qu'il ne veuille pas non plus du roi sur le trône, il doit avancer une garantie, par prudence. Ainsi, Fouché communique aux Anglais le plan de campagne de Napoléon, mais en s'arrangeant toutefois pour que l'information arrive en retard sur la bataille. Ainsi, face à aucune des deux parties, il ne se met en défaut. Finalement, le 18 juin 1815, Napoléon est défait à Waterloo. Il tente de se faire élire dictateur pour circonstances exceptionnelles en France, mais les chambres législatives s'y opposent fermement. Il se voit donc obligé d'abdiquer. Le frère de Napoléon, Lucien, veut proclamer Napoléon II, le fils de l'empereur, et établir une nouvelle régence. Fouché, se voyant écarté de la planification de cette régence, manœuvre pour empêcher son avènement. Il obtient l'accord des chambres pour un gouvernement exécutif provisoire, présidé par sa personne. Il négocie ensuite avec les puissances européennes, qui acceptent de ne signer l'armistice avec la France qu'à la condition unique de rétablir Louis XVIII sur le trône. Cette condition apparaît incontournable. L'armée française abdique, Louis XVIII retourne à la tête de la France. Les chambres législatives sont dissoutes. C'est la fin des 100 jours qui débutèrent avec le retour de Napoléon en France et s'achevèrent sur l'avènement de Louis XVIII. Fouché est le seul membre de la commission exécutive qui garde un rôle de ministre, celui de la police, sous la royauté. Alors qu'il pensait se faire l'interface entre le nouveau gouvernement royal et le peuple, en réalité il n'est utilisé que pour affirmer le pouvoir royal sans contrepoids et sans garantie aux hommes de la Révolution, faisant paraître une transition gouvernementale sans trop de brusquerie. Il a toutefois pour tâche de mener l'exécution d'un grand nombre d'hommes ayant fait du tort au parti royaliste. Il réussit seulement à raccourcir la liste des exécutés. Toutefois, Fouché ne garde pas la confiance du roi. Un certain fond de rancune envers lui demeure pour avoir voté la décapitation de Louis XVI. Mais surtout, ses notes et rapports dans ses communications avec les forces étrangères sont divulgués au sein du gouvernement. Il s'agissait de menacer l'Europe d'une insurrection nationale, qui alors effrayée consentirait à un traité de paix avec la France et à accorder à la dynastie de Napoléon, c'est-à-dire ses enfants sous régence, le pouvoir. Suite à ces découvertes, Fouché est alors démis de ses fonctions et finit sa vie en exil. Il meurt en Italie, à Trieste, en 1820. Ainsi Fouché fut ministre de la police sous le Directoire, le Consulat et l'Empire de Napoléon, les 100 jours et la monarchie. Il justifie ses actes comme ayant toujours œuvré pour la paix, l'honneur et la conservation de la France. Mais également, il révèle que son cœur a toujours été porté par les idéaux révolutionnaires. Inspiration appuyée, précisons-le, d'une soif toujours inextinguible de pouvoir, qui transparaît dans ses actes comme dans ses raisonnements. Il conclut dans ses mémoires par un retour aux sources, en disant finalement « Je crois résumer ma vie en déclarant que j'ai voulu vaincre pour la Révolution et que la Révolution a été vaincue dans moi. »